On se serre la main, on vient de se quitter. Ben, on a pris un café. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez un micro ici. Écoutez, on est très heureux de vous recevoir. C'est pas à la Baule, on n'a pas souvent l'habitude de recevoir des socialistes. Je dois le reconnaître. C'est une ville plutôt à droite, mais nous avons reçu au rendez-vous de la Baule quelques-uns de. Nous avons reçu Jean-Pierre Chevènement, nous avons reçu Hubert Védrine, nous avons reçu Ségolène Royal, nous avons reçu Edoui Plenel, nous avons reçu Serge Julie, nous avons reçu Guy Bedos, enfin, nous avons reçu des... Parce que ce qui est important, c'est les livres, pour nous, parce que c'est un sujet d'où l'on peut partir. Et votre livre, qui s'intitule « En permanence, ces vies que je fais miennes » aux éditions Odile Jacob, c'est un livre, je dirais, d'un genre assez nouveau pour un homme politique, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas en avant, vous ne mettez pas en avant réellement vos convictions, votre action, et vous ne dites pas que vous avez raison devant tout le monde, mais au contraire, vous faites les portraits de certains de vos électeurs parmi les plus humbles. Comment cette idée vous est-elle venue? Parce que ça, c'est quand même assez rare. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation et je suis très heureux d'être là. Je ne connais pas la Baule et c'est vrai que j'y arrive de nuit et que j'y repartirai avant le lever du soleil. Donc il y aura une frustration que j'aurai à combler. Donc vous verrez à nouveau un socialiste, en l'occurrence moi, sans doute revenir. Mais avec plaisir. Bon, merci. Surtout que vous êtes des Landes, donc c'est quand même oui, c'est ça, l'Atlantique. C'est la même mer. Voilà, c'est ça. Bon, même océan. Peut-être pour essayer de vous répondre, je revendique que ce livre soit un livre politique, parce qu'il l'est, indubitablement, mais qui ne ressemble pas à un livre comme les autres. Je me suis livré à un exercice littéraire, non pas au sens où il y a une prétention stylistique, mais au sens où je me suis offert la liberté d'une galerie de portraits d'hommes et de femmes que j'ai reçus dans ma permanence, des vies singulières et universelles, sur lesquelles on reviendra. Mais je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas de prétention programmatique dans ce livre. C'est un retour à une forme de vérité brute que j'ai conçue comme une nécessité, d'abord une nécessité pour moi, dans le grand brouillard de l'époque, où nous sommes en prise avec une confusion politique considérable, où on va de droite à gauche, de gauche à droite, le plus souvent en espérant se retrouver au centre, où au fond les fidélités politiques ne valent plus grand-chose, et où on est ballotté au gré des événements médiatiques, sommé de prendre parti sur tout et surtout de prendre parti en quelques minutes dans les chaînes d'information continue ou sur les réseaux sociaux. Et je me suis arraché à tout cela pour revenir au fond à l'essentiel, c'est-à-dire aux vies des hommes et des femmes que je représente. Vous dites que vous savez faire du buzz, vous savez comment ça fonctionne, mais que vous y refusez. Enfin, en tout cas, pour ce livre-là, vous avez choisi quelque chose de très démodé, un livre. Mais je suis très démodé. Donc ça me correspondait assez bien. Voilà. Non, je dis ça en plaisantant, mais je n'ai pas trouvé d'autre moyen que d'écrire pour d'abord me poser la question de savoir quel était le sens de mon engagement, pour qui je m'engageais, de quelle manière je le faisais. Et à quoi servait la gauche aujourd'hui? Et quelle était la raison d'être de la gauche aujourd'hui, en effet. Quand avez-vous commencé ce livre? Est-ce que c'est lié aux événements politiques récents, c'est-à-dire la dissolution et les élections législatives qui ont suivi, ou est-ce que c'est antérieur? Si je dois vous faire une petite confidence, en 2022, j'étais déjà élu depuis 5 ans et se posait la question de me représenter. Et je dois dire que j'ai été quand même traversé par beaucoup de questions, beaucoup de doutes, me posant la question de savoir si tout cela valait l'énergie que j'y mettais. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti le besoin de me poser la question de mon rapport à la politique, qui est un rapport en fait assez ambivalent, et je ne sais pas si je l'exprime suffisamment nettement dans le livre, mais je peux dire, mais comme beaucoup de Français, que j'aime la politique autant que je la déteste. Et finalement, dans une égalité de sentiments. Je l'aime en ce qu'elle peut transformer la vie des gens, et je la déteste quand elle se résume en effet à ne parler que d'elle-même, dans un bruit, une confusion médiatique absolument générale. J'ai écrit ce livre. Les premiers portraits, je les ai écrits au moment de la campagne des élections législatives de 2022. Ils étaient destinés, ces portraits, à être lus
au début des réunions publiques, où je voulais dire à celles et ceux qui venaient m'écouter, voilà ce que j'ai compris de vous. Voilà ce que j'ai compris des vies qui ont tapé à ma porte. Voilà ce que représenter veut dire, même si je mesure souvent évidemment la distance de ma vie à celles et ceux que je reçois dans cette permanence. Et puis j'ai continué d'écrire. L'essentiel du livre était écrit et achevé avant les élections législatives, avant la dissolution, mais j'ai fait évidemment une mise à jour parce que j'ai senti que cette nécessité était encore plus impérieuse après le résultat des élections législatives. Changer la vie, c'était le slogan du Parti socialiste dans les années 70, et vous vous apercevez maintenant que c'est plutôt la vie qui vous a changé tous, et que personne ne s'y retrouve plus. Vous avez fait une carrière dans la préfectorale en sortant de l'ENA, vous avez ensuite été à l'Élysée, sous François Hollande, et depuis 2017, vous êtes député des Landes, donc vous êtes dans l'opposition ou vous êtes dans la majorité aujourd'hui? Quel a été votre cheminement? Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de savoir qui est la majorité et qui est l'opposition, puisque ceux des députés qui sont censés soutenir le gouvernement, dans le débat budgétaire actuel, ne sont pas venus dans l'hémicycle. Oui. Et ont même combattu un certain nombre des propositions qui étaient faites par le gouvernement de Michel Barnier. Donc c'est assez difficile d'avoir une géographie très explicite de ce qui se passe. Mais je suis, moi, depuis 2017, dans l'opposition. Voilà, dans l'opposition à Emmanuel Macron et à ce qui a été sa majorité jusqu'à une date relativement récente. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on lit votre livre, par certaines de vos réactions, vous ne comprenez pas, au fond, la façon dont ce président de la République, qui est issu de vos rangs, un peu, s'adresse aux humbles. Oui, qui est même issu de la même promotion de l'ENA que moi. Donc je connais très bien le président de la République. Oui. Mais justement, c'est pour ça que vous vous éloignez de lui. C'est parce que vous le connaissez bien. Je dois dire que je le connaissais avant que les Français le connaissent. Oui, et j'avais quelques réserves assez tôt. Mais vous êtes. Alors, je dois dire que dans ce livre n'est absolument pas polémique. Vous ne dites du mal de personne. Non, mais d'abord, c'est pas mon tempérament. Je sais que je suis un assez mauvais client pour les journalistes politiques qui attendent la petite phrase, que je dise du mal de tel ou tel, mais en fait, tout ça ne m'intéresse pas. Ce que je dénonce dans ce livre et ce que j'essaye de faire, c'est dénoncer la politique qui ne parle que d'elle-même, qui ne parle jamais de celles et ceux pour lesquels on est censé se battre, et qui perd de vue, dès lors, les raisons de se battre. La politique, elle ne fait que parler, et d'une certaine manière, je lui offre un moment d'écoute des hommes et des femmes qui sont et qui font ce pays. Mais généralement, quand un homme ou une femme politique parle, il parle ou elle parle de ses convictions, de ses idées, de l'élan qu'il veut impulser au pays. Et là, vous parlez, vous, de vos doutes. Et vous n'êtes pas le seul, parce que nous avons reçu il y a un mois Roselyne Bachelot pour son livre Sacré monstre. Alors elle y va carrément. Hein. Bon. Et elle dit notamment... 2024 restera à tout jamais une annus horribilis, une année horrifiante, exécrable, monstrueuse. Donnez-moi, chers lecteurs, chères lectrices, des raisons d'espérer, j'ai épuisé les miennes. Donc elle est paumée. Et vous aussi, on a l'impression que vous êtes paumé. Et je rappelle que nous avons reçu il y a 1 an et demi Ségolène Royal, qui, dans son dernier livre, voulait appuyer l'action politique sur la première épître de saint Paul l'apôtre aux Corinthiens, ce qui montre aussi qu'elle est paumée. Bon, je ne commenterai pas le... Mais non, mais c'est vrai, puisqu'elle passe de Jean Jaurès à saint Paul l'apôtre. Oui, mais vous savez, le socialisme est une religion. On en a parlé très librement. Le socialisme est une religion dans laquelle il y a plusieurs chapelles. Des prie-dieux, même des prie-dieux parfois, qui sont encore plus... Bon, alors, sur vos doutes. Oui, bien sûr qu'il y a un moment de doute. On se demande le sens de ce que l'on fait, on se demande si c'est utile, si c'est efficace, si on est compris. Faire de la politique vous place dans la position d'être détesté par celles et ceux que vous représentez de façon quasiment immédiate. Donc oui, on est pris de doute. Et puis quand les grandes grilles de lecture du monde semblent avoir été balayées d'un revers de main, ce qu'on disait les grandes idéologies, que ceux qui étaient à gauche se retrouvent à droite, ceux qui étaient à droite se retrouvent je ne sais plus très bien où, il y a une perte de repères. Et de cela naît le doute. Et je pense que l'époque est moins aux certitudes passées qu'au doute et au questionnement. Et je me livre à travers ce livre à un certain nombre de questions. Mais je me raccroche aussi à l'essentiel pour essayer de retrouver du sens.
c'est aux choses humaines. Voilà. Moi, je trouve que la politique manque de sincérité, manque de vérité dans son rapport au réel. Et j'essaie de répondre à cette question que beaucoup de mes concitoyens, peut-être chacune et chacun d'entre vous se pose cette même question. C'est que savent-ils de nos vies? Que comprennent-ils de nos vies? Alors vous êtes donc député des Landes depuis 2017, vous avez été élu 3 fois et vous quadrillez votre circonscription, vous connaissez pratiquement tous vos électeurs, je ne vais pas dire un par un, mais vous finirez par les connaître. On vous voit dans ce livre chez un agriculteur, on vous voit discuter, parce que vous recevez les gens à votre permanence, mais vous vous déplacez aussi. Chez un agriculteur, chez un fromager en faillite, chez un chasseur. Enfin, voilà, c'est un portrait de la France, enfin d'une partie de la France. Mais vous êtes aimé de ces gens-là. Ils vous respectent. D'ailleurs, ils vous ont réélu avec 56% des voix, donc c'est quand même important. Donc, quelle peur avez-vous? Alors, d'abord, est-ce qu'ils m'aiment? Je dois dire ils que votent pour vous, le soir du premier tour, je me suis posé la question. Les gilets jaunes, je les ai vus dans ma permanence avant de les voir sur les ronds-points. La colère, je l'ai vue dans ma permanence avant de la voir dans les urnes. Donc je ne découvre pas ce qui se passe d'une certaine manière au soir des élections. Mais si je dois vous raconter ce soir de premier tour, j'ai comme premier résultat des élections dans ma circonscription ce qu'ont voté les électeurs de mon petit village, 600 habitants, il doit y avoir 415 votants. Je ne suis pas allé au dépouillement parce que je veux pas voir les copains, parce que moi j'y suis depuis 45 ans dans ce village. Je ne veux pas voir la tête des copains, des gens avec lesquels j'ai grandi, en me demandant mais qu'est-ce qu'il a voté lui? Est-ce qu'il a voté pour moi? Donc j'y vais pas, en général j'envoie mon père courageusement, et c'est lui qui m'envoie les résultats. Et je n'ai que quelques voix d'avance sur la candidate du Rassemblement national, dans mon village. Et je comprends assez vite et assez nettement ce que cela va donner. Dans ma circonscription, dont on dit qu'elle est une circonscription ancrée à gauche de toute éternité, mon prédécesseur était Henri Emmanuelli, qui avait été élu, je crois, en 78, et sans discontinuer. Et le premier sentiment, puisque vous l'évoquez, c'est quand même un peu celui du dépit amoureux. Je me dis, mince, alors finalement, je les aime plus qu'ils ne m'aiment. Puis une fois qu'on a guéri un peu de cette blessure narcissique, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le sentiment qui m'a saisi, qui d'ailleurs continue de m'étreindre, c'est celui de la culpabilité. En me posant une question, est-ce que nous en avons fait assez pour ne pas nous retrouver dans un pays fracturé, rongé par le sentiment d'injustice, où chacun défend sa colère et prêt à toutes les aventures? Et la question, évidemment, je me la pose à moi, est-ce que j'ai fait assez? Alors, comme vous le dites, je suis allé partout, dans les 184 villages de ma circonscription. Je suis allé à toutes les fêtes de village, les foires à la saucisse, les inaugurations, les courses landaises, les matchs de basket, je suis allé partout. Je suis allé partout parce que c'est aussi une façon de faire tomber cette espèce de frontière invisible entre les représentés et leurs représentants. Et c'est là où ils me tirent par la manche en me disant « je voudrais vous parler de quelque chose », qui me glisse une lettre dans la poche en disant « est-ce que je peux vous demander rendez-vous ?» et qu'on commence à partager au fond des choses ensemble et qu'ils se livrent à moi avant de se livrer dans ma permanence. Mais oui, le soir des élections du second tour, je remporte les élections avec 56% des voix. Mais je me souviens qu'au premier tour des élections législatives en 2017, le Front National fait 9%, il fait 18% en 2022, il fait 36% en juin dernier. Avec quelqu'un d'inconnu, je crois. Avec quelqu'un de rigoureusement inconnu qui a refusé tous les débats organisés dans le cadre des élections législatives, qui n'avait pas mis sa tête sur ses affiches électorales, pas plus que sur ses documents de campagne. Mais des gens qui m'apprécient, qui me respectent, pour lesquels j'ai en retour des sentiments d'estime, d'amitié, ont considéré que le bulletin de Jordan Bardella, parce que c'est pour eux, lui, qu'il a voté, est plus utile que le bulletin Boris Vallaud. Et ça, évidemment, quand on fait de la politique, quand on est élu pour la 3e fois, on aurait tort de se dispenser, au fond, de tenir ça pour une forme de rappel à l'ordre. Et donc je me suis posé la question de savoir si, et je le formule de façon peut-être un peu abrupte, mais j'étais, je vais dire, un peu assommé. Je pose la question, vous connaissez la geste de la rupture, la geste mitterrandienne, je pose la question finalement avant de nous poser la question de savoir avec ce qu'il faut rompre, rompre avec l'ordre établi. La question qui se pose, c'est est-ce que nous ne sommes pas, à certains égards, devenus l'incarnation même de l'ordre établi pour beaucoup de ces électeurs et de ces électrices? Et la réponse? La réponse, elle est probablement oui, pour partie. Et ça suppose, en effet, de se poser en permanence la question de comment être le juste interprète
des attentes de ses concitoyens. Et là aussi, j'essaie de le raconter dans le livre, il y a 2 députés. Il y a le député des villes, des lambris du Palais Bourbon, de l'Assemblée nationale, des ministères, le député qui est dans la recherche de l'intérêt général, parfois jusqu'à l'abstraction, qui s'éloigne parfois trop loin des considérations immédiates et des considérations humaines. Et puis il y a le député des Champs, celui de ma circonscription, des Landes, qui lui se frotte au particulier, se frotte à la dureté, à la vérité brute d'un certain nombre de vies. Et j'essaye de trouver le point de réconciliation entre ces 2 députés qui parfois cohabitent difficilement. Parce que vous aimez aussi, enfin peut-être pas en ce moment, mais ce qui se passe au Palais Bourbon, vous aimez ça. C'est intéressant, c'est là où on peut changer les choses. Alors, sur le plan théorique, oui, c'est là où on peut changer les choses. Oui. Je dois vous dire que, comme vous le soulignez tout à l'heure, je suis dans l'opposition depuis 2017. Donc, Oui. c'est vrai que j'ai formulé beaucoup de propositions qui n'ont pas beaucoup prospéré non plus. Mais le moment que nous sommes en train de vivre, il est à la fois, il porte en lui beaucoup de possibles, mais qui pour l'instant n'éclosent pas. Quand je dis ça, c'est qu'on pourrait imaginer, nous l'avons dit, et moi le premier, que la réalité du pouvoir aujourd'hui est à l'Assemblée nationale, que c'est le lieu où doivent se construire les grands compromis républicains dont on a été capable dans l'histoire, mais que force est de constater aujourd'hui que, comme parlementaires, nous n'avons pas de culture parlementariste et que nous ne savons ni en termes de méthode, ni en termes d'objet politique, ce qu'est un compromis, quelle opposition être, quelle majorité être. Et donc tout est apprentissage en ce moment, mais je ne désespère pas qu'un jour, ça éclose. Vous êtes président du groupe socialiste et vous êtes allié à des gens qui sont parfois critiqués ou dont le comportement est critiquable. Je veux parler de LFI. Ça se passe bien? Vous êtes heureux de les voir? Mais que je critique et que je dénonce à chaque fois qu'il faut le faire. Ouais. Donc l'ambiance ne doit pas être terrible. L'ambiance est parfois un peu rugueuse. Ouais. Mais je vous mentirais en vous disant que les socialistes eux-mêmes sont toujours à l'unisson. Et je crains que dans un congrès du Parti socialiste qui se prépare, on en fasse malheureusement la triste démonstration. Ouais. Mais pour ce qui me concerne, moi, comme socialiste et comme président du groupe socialiste, j'ai fixé à mes collègues une règle commune que j'ai empruntée après le congrès de Tours à Léon Blum, qui disait « on se moque du candidaton communiste ». Eh bien, moi, je me moque du candidaton de tel ou tel, y compris de nos partenaires, en me posant comme seule question qu'est-ce que nous en pensons, nous, comme socialistes. Et parfois, je dois dire qu'on n'en pense pas à grand-chose et que ça appelle du travail. Enfin, à la buvette, ça ne doit pas être très chaleureux, les rapports entre collègues. Mais je dois vous dire que la buvette est un monde à part, où je vois parfois des coalitions se constituer qui n'auront aucune réalité dans l'hémicycle ensuite. Voilà. Et avec les nouveaux... Vous savez que c'est un lieu tellement secret qu'on n'a pas le droit, tout député que nous sommes, d'y prendre des photos. Et avec le Rassemblement national, ça se passe comment? Vous les saluez, vous leur parlez, ou vous les évitez? Chacun se fixe la règle qu'il souhaite. Je dois vous dire qu'on est toujours, on appartient toujours à son histoire, et en particulier à son histoire familiale. Moi, j'ai de ce point de vue-là une histoire familiale sensible. Oui, une histoire familiale habitée par la résistance, la déportation, la mort à Mauthausen, et avec la conscience très ferme que on ne peut à aucun moment et d'aucune manière se compromettre avec l'extrême droite. Donc je ne leur parle pas, je ne vote pas leurs amendements. C'est une règle que je me suis fixée par fidélité aussi à une histoire personnelle et familiale, mais tout en ayant bien conscience que je distingue un certain nombre des responsables politiques de celles et ceux que je vois dans ma permanence et qui ont sans doute pour une part d'entre eux voté pour l'extrême droite. Et moi je le dis, à 40-45% pour l'extrême droite, ce sont nos voisins, ce sont nos copains, ce sont nos familles. Voilà. Et je ne dis pas ça par hasard, parce que je le sais et que j'en ai été le témoin. Et que si on n'est pas capable d'essayer d'en comprendre les ressorts, si on n'est pas capable d'en chercher les remèdes, eh bien là, c'est la raison d'être de la politique en tant que telle qui sera balayée, et en particulier pour ce qui me concerne, la raison d'être de la gauche et des socialistes dans l'histoire. D'ailleurs, dans certaines personnes que vous recevez, il y a, on le sent très bien, vous ne le dites pas, mais il y a des électeurs du Rassemblement national.
Probablement, mais que vous savez que quand les gens viennent me voir dans ma permanence, je leur demande pas s'ils ont voté pour moi, je leur demande pas ce qu'ils vous ont voté. Et puis d'ailleurs, peut-être certains ne votent pas du tout, puisque dans l'entre-deux-tours des élections législatives, certaines viennent me demander des choses, et puis je leur dis, écoutez, il y a juste une petite hypothèque, c'est qu'il faut que je sois réélu pour y donner suite. Vous êtes né à Beyrouth, votre père est historien, donc il vous a formé, enfin d'abord votre père, et ensuite vous l'avez lu, vous l'avez écouté. Vous avez donc le sentiment du temps long et de l'action sur le temps. Comment est-ce que ça abreuve votre combat? Comment est-ce que vous voyez plus loin que la prochaine échéance, je pense? Alors d'abord, vous connaissez la formule, on reçoit 3 éducations, celle de nos pères, celle de nos maîtres et celle du monde. Et les leçons du monde viennent contredire les leçons des premiers. Et ça, je dois dire que j'en fais, je l'éprouve assez régulièrement. Oui, la question du temps long, la question du rapport au temps, elle est posée en fait de plein de manières. D'abord, j'ai le sentiment parfois d'une accélération du temps. Je l'ai dit dans l'explosion du vote du Rassemblement national dans ma circonscription, j'ai le sentiment là d'une accélération. J'ai le sentiment aussi que la confiance, elle met du temps à s'installer et qu'elle nécessite précisément de consacrer du temps aux autres. Et c'est la raison pour laquelle, moi, du jeudi au dimanche, quasiment sans exception, je suis dans ma circonscription, sur le terrain, toute l'année et toutes les semaines. C'est la seule façon, au fond, de réduire cette distance entre moi et mes électeurs. Vous savez, on dit souvent que nous sommes, ou que nous serions, toutes et tous à 5 ou 6 poignées de main du président de la République. La question que tout le monde se pose, c'est à combien de poignées de main le président de la République est-il, lui, des Françaises et des Français? Et ce que je sais, c'est que cette question, elle se pose à tout électeur vis-à-vis de son représentant. Je reviens à que savent-ils de nos vies? Que comprennent-ils de nos attentes? Eh bien, moi, j'essaie de réduire le nombre de ces vies. Un tout petit élément sur la question du temps, parce que je m'en fais la réflexion dans le livre. Beaucoup de celles et de ceux qui viennent me voir, d'abord s'excusent de venir me voir et taper à ma porte. Et puis ils me disent souvent, pardon de vous faire perdre votre temps. Peut-être que je vous fais perdre votre temps. Comme si le temps avait une valeur différente pour eux et pour moi. Et rien que dans cette valeur que l'on accorde au temps, ou que l'on présuppose, il y a déjà une sorte de différenciation sociale que moi j'essaie d'éteindre. Évidemment, les gens doivent taper à ma porte et je leur consacre le temps qu'il est nécessaire. Surtout que vous adorez ça, au fond. Vous dites que vous adorez mettre les mains dans le cambouis, régler les problèmes, quand l'administration est trop complexe, aider les électeurs à passer des portes et à avancer dans le dossier. Il paraît que Gaspard Ganzer raconte, qui était vous étiez à l'ENA ensemble, aussi, et, oui. Et il disait, lorsque vous êtes sorti, vous auriez pu entrer dans un ministère et ne plus voir un chômeur de votre vie, et vous avez choisi au contraire la préfectorale pour être au plus près des gens. Oui, c'est vrai. J'aime bien que les choses ne soient pas dans l'abstraction, que les sujets ne soient pas des dossiers mais des visages. Et ce qui d'ailleurs m'amène parfois à m'agacer contre l'administration que j'ai servie pendant très longtemps. Il m'agaçait même assez fort contre l'administration. Peut-être vous raconter une toute petite anecdote, parce que si je tiens à ce livre, et si j'essaye de le faire partager, c'est qu'il est un livre politique, mais il ressemble à aucun autre livre politique. J'ai fait il y a 2 ans ou 3 ans un livre assez classique. Il était pas mal, hein, mais il était assez classique dans les propositions qu'il formulait, les passages obligés auxquels je me sentais tenu. Celui-là, j'y tiens par les gens qui sont dedans. Et par exemple, il y a le portrait d'une dame qui est aide-soignante dans un EHPAD, qui aime son métier passionnément, qui est d'une générosité d'elle-même absolument considérable, qui passe beaucoup de temps à s'occuper de nos parents, de nos grands-parents, mais qui fait de plus en plus mal son travail. Elle le fait de plus en plus mal parce que d'abord ses bras la trahissent, elle a des troubles musculo-squelettiques, et puis parce que les bras viennent à manquer dans les EHPAD. Et on lui demande d'accélérer la cadence. Et elle perd le sens de ce qu'elle fait. Elle a le sentiment de se déshumaniser et au fond de faire un travail de robot, là où c'est d'évidence un travail d'humain, d'homme et de femme. Et parce que certes, j'ai anonymisé tous les portraits, mais certains sont assez reconnaissables quand même pour ceux qui sont de son entourage. Et donc je la reçois à ma permanence et je lui dis que j'ai fait un portrait d'elle. Et la première réaction qu'elle a consiste à me dire mais pourquoi moi je ne suis pas intéressante ? Pourquoi moi je ne suis pas intéressante ? Et je trouve qu'il y avait dans sa formule quelque chose d'assez saisissant.
est un bon résumé du sentiment qui peut être celui de ces hommes et de ces femmes qui ont un problème d'estime d'eux-mêmes, parce qu'ils ont le sentiment que la société a un problème d'estime pour eux, ne reconnaissent pas leur utilité sociale, leur dignité, que cette commune humanité qu'on a en partage n'est pas justement reconnue. Et donc je lui passe le manuscrit, elle se tourne vers mes assistantes en demandant « Mais est-ce que vous l'avez lu, vous, ce portrait ?» Elle dit « Oui, on l'a lu. » Elle dit « Est-ce que je vais pleurer ?» Elle dit « Oui, tu vas pleurer. » Puis 2 jours après, elle m'envoie un SMS, elle me dit « Vraiment, Boris, c'est trop, merci beaucoup, merci, j'ai pleuré. » Bon. Et puis 2 jours après, elle me renvoie un SMS, elle me dit « Mon fils l'a lu, écoute, c'est super, il a adoré, il a pleuré. » Bon, elle dit « Bon, ce n'était pas totalement le but non plus. » Et puis le week-end arrive, je rencontre à nouveau cette dame dans un mariage d'une amie commune. C'est son mari qui me tombe dans les bras, qui me remercie du portrait, qui me dit « Mais c'est elle, c'est tellement elle », se tourne vers sa femme. Il y avait un peu d'eau dans le gaz, il était plus ou moins en instance de séparation, et il lui dit, sous mes yeux ébahis, « Écoute, t'es la femme de ma vie, on est en train de faire une énorme connerie. » Donc comme quoi, il y a un côté un peu thaumaturge aussi. Oui, voilà. Si je dis ça, c'est qu'il y a une densité humaine dans les rencontres que je fais qui est considérable. Et que moi, j'ai eu à un moment donné envie de partager ces moments de grande humanité qui manquent à la politique. Et quand je parlais de sincérité, de vérité dans le rapport au réel, eh bien voilà, il y a de ça. Il y a des visages, il y a des voix, il y a des odeurs. Moi, je les convoque quand je suis dans l'hémicycle. Vous me dites, j'aime bien l'hémicycle, mais dans les grands moments où je bovarise en haut de l'hémicycle, en plein milieu de la nuit, que je n'ai pas passé un amendement, eh bien, il y a quand même des voix, des messages, des histoires qui me reviennent et qui me donnent les raisons de me battre. Il y a aussi cette histoire, enfin je dis cette histoire alors que c'est vrai, de ce jeune homme de Guinée-Conakry qui va se faire virer alors qu'il a tout pour être heureux en France et rendre les gens heureux. Vous nous racontez ça parce que c'est quand même... Oui. On me dit, voilà, il y a des mineurs non accompagnés qui arrivent du fin fond de l'Afrique, qui sont dans un petit village, Amou, accueillis par une association, et je m'y rends pour les rencontrer. J'arrive et je vois une dizaine de pères Dieu qui me scrutent, mi-inquiets, mi-curieux. Et puis il y en a l'un d'eux qui me prend en charge et qui me fait visiter le moindre recoin de ce qui est pour eux un refuge. Il me montre les piles de vêtements qui viennent d'être livrés par le Secours catholique ou peut-être par je ne sais quelle association de solidarité. Il me montre leur chambre, leur cuisine, ce qu'ils mijotent, etc. Et puis j'entretiens, je me lie avec lui. Il m'écrit pour qu'il puisse avoir des papiers. Il m'envoie les résultats de son brevet des collèges en me donnant les appréciations de ses profs, très fier. Je le retrouve régulièrement dans ses pérégrinations scolaires. Il est dans un centre de formation des apprentis en peinture. Les sapeurs-pompiers viennent chercher des volontaires et puis lui, il lève la main. Il a envie de rendre quelque chose à ce pays qui vient de l'accueillir et puis on lui dit bah non, on ne peut pas te prendre parce que tu n'as pas de papier. Et donc il y a cette espèce de bagarre contre le golem administratif pour qu'on surmonte l'absurdité de la situation. Il se forme, il a un maître de stage, il est lauréat du concours départemental et régional de meilleur apprenti de France. Et il n'arrive pas à avoir de papier pour être embauché, pour passer son permis, etc., etc. Et ce qui est très émouvant, c'est que dans l'entre-tour des élections en 2022, il m'écrit pour me féliciter des résultats du premier tour, et puis il termine en disant « J'aimerais bien un jour pouvoir voter pour vous ». Alors évidemment, ça me fait plaisir qu'il veuille voter pour moi, mais ça voulait dire aussi qu'il avait le désir d'être français totalement et un citoyen accompli. Voilà, et là où on voit dans toutes ces histoires que vous racontez, évidemment les problèmes administratifs qui sont insurmontables pour la plupart des gens que vous rencontrez. Alors, là, c'est un moment de flagellation parce que j'ai été fonctionnaire. Oui. Et maintenant, je suis législateur, donc je suis doublement fautif face au golem administratif dont, en effet, je suis le témoin. Parce que quand vous êtes député, moi, je le savais sur le plan théorique, mais je le vis sur le plan pratique aujourd'hui. On est écrivain public, on est défenseur des droits, on est assistant social, oui. Et des gens viennent taper à ma porte, finalement en file indienne, et ils sont ce que moi j'appelle des Daniel Blake. Alors je ne sais pas si vous connaissez le film de Ken Loach. Ken Loach a fait un film qui s'appelle Moi, Daniel Blake. C'est l'histoire d'un charpentier, c'est au Royaume-Uni, un charpentier qui fait une crise cardiaque sur son lieu de travail, et son médecin, le médecin du travail, lui dit surtout ne reprenez pas le boulot, sinon vous allez mourir.
Et puis l'administration du travail lui dit surtout, reprenez votre boulot, sinon vous n'aurez plus vos allocations. Puis finalement, il finit par mourir de devoir retravailler pour ne pas perdre ses allocations. Et moi, je vois des Daniel Blake à la chaîne fabriqués par une administration qui est devenue une sorte de golem bureaucratique, et je ne confonds pas la question des normes, de l'application des normes, qui est la bureaucratie. Et quand, par exemple, je vous donne un exemple, une maman d'un enfant en situation de handicap vient taper à ma porte pour que je l'aide à remplir un dossier de demande d'aide. Le grand progrès, c'est que maintenant, c'est un dossier de demande d'aide unique. Avant, il y avait 3 types d'aide, donc 3 formulaires CERFA. Là, il n'y en a plus qu'un. Donc, c'est un progrès. Et en fait, ce sont 24 pages à remplir, dont l'une des pages demande à ce que soit décrit le projet de vie de l'enfant. Et quand cette maman vient me voir, je lis la détresse dans ses yeux, et si elle ne pousse pas ma porte, je fais le pari qu'elle n'obtient pas, elle ne demande pas même les droits pour son fils. Mesdames et messieurs, nous allons passer aux questions, si vous en avez. Donc, il suffit de lever la main et un micro descendra et vous pourrez poser votre question. Oui, monsieur, au 4e rang, le micro arrive. Bonsoir. En vous écoutant, j'ai pensé à une émission récente à la télévision dans laquelle j'ai vu François Ruffin s'exprimer sur son dernier documentaire. Et du coup, je me pose une question qui est plus centrale, c'est de dire, des gens comme vous, comme Ruffin, qui ne pensaient pas forcément la même chose, mais qui semblent s'intéresser à la vie des gens, pourquoi ceux qui s'intéressent à la vie des gens ne se groupent pas plutôt que de rester accrochés à des systèmes? Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de gémellité imparfaite avec ce que fait François Ruffin, même si François Ruffin cherche plutôt à prouver, à faire la démonstration de quelque chose, alors que moi j'essaye plutôt dans ce livre à éprouver, et notamment mes valeurs, mes convictions et mon rapport à la politique. C'est peut-être la distinction que je ferai entre lui et moi, mais oui, on essaie de replacer l'essentiel au cœur de notre action, et moi j'évoque le retour de la politique à l'échelle humaine, reprenant le titre du livre de Léon Blum, mais dans une double acception, à la fois une politique à échelle d'hommes et de femmes, mais aussi, et c'est le sens de la formule de Blum, à l'échelle humaine, à l'échelle universelle. C'est-à-dire que de ces vies singulières, en fait, j'en ai retenu 10, mais enfin, j'en ai vu 1000 qui ressemblaient à celles que j'ai décrites à chaque fois. Alors, pourquoi on ne se regroupe pas? Bon, d'abord, on est dans une proximité politique qui existe. Donc, on essaye de cheminer ensemble et puis aussi de frotter nos accords et nos désaccords. Voilà, on n'a pas forcément exactement le même rapport à la puissance publique, le même rapport à l'action publique, pas forcément le même regard sur ce que doivent être nos priorités, mais en tout cas pour ce qui est de François Ruffin, on travaille plutôt bien ensemble sur des sujets qui nous sont communs, avec des réflexions qui sont partagées. Lui travaille beaucoup sur la question du travail, moi aussi, sur la question de la valeur, ce qui fait la valeur du travail. Et donc je pense que ce sont des chemins qui finiront peut-être, en tout cas des ruisseaux qui finiront par faire une rivière et puis peut-être plus. Autre, oui, madame, ici. Quand vous rencontrez dans votre permanence ces personnes que vous connaissez et dont vous savez qu'elles ont glissé vers l'extrême droite, ce que vous avez décrit, qu'est-ce que vous captez de leurs attentes, de leurs demandes, et pourquoi est-ce que vous, politique classique, n'avez pas réussi à satisfaire leurs demandes politiques? Alors d'abord vous dire que, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai écrit ce livre avant les élections législatives. Et au fond, le résultat des élections législatives me confirme dans l'idée qu'il y a cette nécessité d'un retour aux choses humaines. D'essayer dans la rencontre, dans l'altérité, d'être le plus juste interprète de la vie des gens. Au fond, quand ils viennent dans ma permanence, je ne me pose pas la question de savoir pour qui ils votent. Mais en réalité, jamais. Parce que je reçois tout le monde de façon parfaitement indifférenciée, et certains me disent pourquoi ils viennent et d'autres ne me disent pas les raisons de leur venue. Et je les découvre parfois quand ils sont
autour de la table avec moi. Peut-être ce que je peux dire, c'est ça rejoint aussi la question peut-être du système. Je veux dire que moi, je suis souvent lassé de la politique politicienne. Et j'ai le sentiment que les partis classiques donnent trop souvent à voir essentiellement le spectacle de leur turpitude, de leurs petites phrases, que la politique parle et jamais elle n'écoute. Elle parle d'elle-même, elle ne parle pas de ses vies humaines. Et même si des gens qui sont venus dans ma permanence votent pour le Rassemblement national, je veux croire, et j'en ai même la certitude, puisque j'en ai vu venir faire ma campagne, que beaucoup de ceux que j'ai croisés, avec lesquels j'ai pu avoir ces échanges, qui ont vu ma disponibilité et mon écoute, au fond ont compris le sens de mon engagement. Et si je dis je les ai vus, c'est qu'il y a des gens qui ont voté pour Marine Le Pen à l'élection présidentielle et qui sont venus faire ma campagne aux élections législatives. En me disant, parce que toi, on sait comment tu fais de la politique. C'est la raison pour laquelle ce livre, il n'est pas programmatique. Il pose la question de la politique en termes de façon d'être et de façon de faire. J'y reviens juste un instant, parce que c'est de ça qu'il faut faire la démonstration. Vous savez, moi j'arrive, et ça a été dit tout à l'heure, j'arrive, même si ma famille est landaise de toute éternité, j'arrive dans les Landes directement de l'Élysée. Aussi secrétaire général adjoint. Encombré de ce que je suis, encombré de mon parcours scolaire, de mon parcours professionnel, de mon milieu social, et sans aucun doute d'un paquet des préjugés qui vont avec. Ah, c'est l'énarque parachuté. Je n'étais pas vraiment parachuté parce que je suis de là, j'y ai pour une part grandi, je m'y suis marié, j'ai été secrétaire général de la préfecture des Landes, mes grands-parents y sont enterrés, mes parents y vivent, donc je ne suis pas vraiment parachuté, mais ça, une chose que je ne peux pas récuser, c'est que j'arrive avec ma tronche de premier de la classe. Comme Alain Juppé en son temps. Comme Alain Juppé, mais qui avait été battu d'ailleurs à Mont-de-Marsan dans sa première élection. Et quand je dis ça, je pense que la politique est un apprentissage. L'écoute est un apprentissage. Mes premières permanences, je les ai ratées. Je les ai ratées parce que je pensais écouter alors que j'étais déjà dans une forme de jugement. Écouter sans juger, c'est un apprentissage. On dit sans juger, c'est sans surcharger la politique en morale. La politique, elle fait la morale. Et les partis politiques classiques, et je n'exclus pas la gauche, certainement pas la gauche, de ce reproche, non seulement sa politique est surchargée en morale, mais elle fait la morale. Et confusément, les gens le sentent que la politique leur fait la morale, que la politique les juge, que la politique les déjuge, qu'on passe notre temps à avoir une idée assez précise, ou en tout cas apporter un jugement sur la façon dont les gens élèvent leurs enfants, quelles sont leurs pratiques culturelles et sportives, ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils habitent, est-ce qu'il faut faire un barbecue ou pas de barbecue. Tout ça, ils le ressentent. Ils le ressentent en réalité comme une forme de violence et ils ne se sentent pas représentés. Alors, le Rassemblement national, quel avantage a-t-il de leur point de vue? Celui de la virginité. Celui même peut-être du désintéressement, puisque la candidate qui s'est présentée face à moi, elle est tellement désintéressée qu'elle n'a pas fait campagne. Donc, c'est bien dire qu'elle est totalement désintéressée. Elle n'est pas venue à toutes les fêtes, évidemment, pour récupérer des voix, parce que, évidemment, vous êtes toujours soupçonné, quand vous allez quelque part, de le faire intéresser. Donc, il y a cette forme de virginité. Il y a aussi un parti qui parle des vies, qui parle des gens, qui parle des vies difficiles. Et j'ai le sentiment que, pour beaucoup d'entre nous, nous ne l'avons pas fait depuis longtemps. Et moi, je suis lessivé de ça. Vous savez, quand je suis rentré en politique, même si... je ne crois pas que ce soit une vraie confidence, mais enfin, ma femme en faisait depuis déjà un moment. Il paraît, oui. Depuis déjà un moment. En tout cas, pour ce qui me concerne, la politique, c'était ni un rêve d'enfance, ni une révélation d'âge adulte. Mais à un moment donné, je me suis dit le temps n'était pas à la dérobade. Le temps n'était pas à se planquer, mais qu'il fallait y aller. Et qu'il n'était plus suffisant de se plaindre de ceux qui nous gouvernaient, mais qu'il fallait peut-être essayer de changer les choses. Et cette reconquête des classes populaires, cette reconquête des cœurs, elle est dans la nécessité de faire la démonstration que, oui, on est capable de comprendre la vie des autres, sans prétendre la vivre. Moi, je mesure très bien quelle est la distance de ma vie à celle des paysans de Chalosse, qui est mon petit coin de campagne. Je mesure bien la distance de ma vie à cette dame qui travaille dans un EHPAD. Mais je suis aussi convaincu de l'égale dignité. Vous savez,
Je parle parfois de ces vies minuscules, ou de ces cultures minuscules, pas pour y mettre dans le mot une forme de mépris ou de sentiment de supériorité, mais pour reprendre la formule qui était celle de Lévi-Strauss. Et de Pierre Michon. Voilà. Alors je dis Lévi-Strauss parce qu'il a commencé sa carrière là aussi à Mont-de-Marsan. Bon, après, il n'est pas resté, Oui, pas c'est resté vrai, longtemps. vous le dites, oui. Mais voilà, il y a cette question-là. Où sont les moments de rencontre? Où sont les moments de mixité sociale? Où sont les moments d'altérité? Vous savez, moi, je me suis retrouvé dans ce mandat de député de la campagne en prise avec des choses que je n'ai pas imaginées. Il y a un portrait qui est le portrait d'un vieux chasseur. Et je me suis plus souvent qu'à mon tour retrouvé dans la tourmente et dans l'étau de ceux qui veulent l'interdire et de ceux qui veulent absolument la défendre. Je me suis retrouvé autour de cette question-là un point de friction qui est un point de friction bien plus considérable, qui est celui du rapport entre l'universel et le particulier. Je ne l'avais pas mesuré. Je n'avais pas mesuré à quel point traverser nos territoires, et en particulier le monde rural, un doute existentiel. À quel point la question des cultures locales était constitutive de l'identité de soi, de la construction de soi. Et à quel point aussi il y avait, dans un certain nombre de territoires, et celui que je connais bien, les Landes, le sentiment d'une domination culturelle d'une France sur une autre. Évidemment, si on ne se met pas à hauteur d'homme, si on n'est pas capable d'entendre ça, si on n'est pas capable de se faire engueuler, si on n'est pas capable d'essayer de saisir les contradictions qui traversent la société, au bout d'un moment, les gens ne votent pas pour vous. Et donc voilà, moi j'ai identifié ce nœud-là de reconquête, la compréhension de l'autre, la rencontre de l'autre. Voilà. Autre question? Oui. Alors, monsieur et monsieur. C'est bien, j'ai rien à faire, moi. J'ai pourtant d'autres questions à vous poser, mais... Bonsoir, messieurs. Ma question, vous venez de parler de gens qui viennent vous rencontrer dans un esprit, je dirais, assez humaniste. Le problème que j'y vois derrière, ce n'est pas un problème, mais c'est comment vous expliquer le chiffre de l'abstention à ces élections. Parce que ce que vous expliquez, c'est beaucoup de bon sens. Mais ce bon sens, il échappe à, aujourd'hui, 50% des Français, quand on voit les taux de participation. Donc, il y a déjà rassemblé des gens qui votent soit pour un tel, soit pour un tel, soit pour un tel, qui souvent votent par conviction, puis il y en a qui ne s'intéressent plus à tout ça, en se disant, nous, on n'intéresse pas les politiques. Donc vous avez un travail considérable à faire. C'est considérable. Et en plus, on a le sentiment, au jour d'aujourd'hui, qu'il n'y a personne d'assez fort ou d'assez charismatique pour rassembler ces gens qui aimeraient qu'on les comprenne mieux. Alors que le chantier soit gigantesque, j'en conviens et je le mesure. Alors on dit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, mais c'est vrai que le sentiment de temps en temps de remonter tous les matins le rocher qu'on a déjà porté est absolument considérable. Moi, je me suis livré à un exercice individuel, d'une certaine manière, à travers ce livre de reddition, au sens où on disait la reddition des comptes, je rends compte. Voilà. Et il faut beaucoup plus rendre compte. Et si l'ensemble de celles et de ceux qui sont élus rendaient compte, un peu à la façon dont j'essaye de le faire, de cette capacité d'écoute, de cette rencontre, je pense qu'on arriverait à reconquérir les gens. Alors, les abstentionnistes, comme ceux qui ne votent pas avec nous, mais moi, mon aspiration, elle est à la cohésion et au rassemblement le plus large possible. Moi, j'écris beaucoup de vies difficiles, de vies désenchantées, mais que quand même les gens affrontent avec un immense courage. Moi, je parle de courage heureux, oui. Parce qu'il n'y a rien de désenchanté dans le livre que je décris. Ce sont des vies difficiles, mais à la source desquelles on peut puiser une force considérable. D'abord parce que moi, je ne suis pas sûr que je serais capable d'affronter leurs difficultés avec
le même courage que... Oui, vous parlez notamment d'un enfant handicapé, d'une femme battue, d'une femme mise à la porte de chez elle. Oui, c'est pas riant. Non, mais oui, Mais je ferai un livre plus joyeux plus tard. Vous parlez, en parlant de ces drames, du courage et de la force de ces gens aussi. Oui, absolument. Et puis des gens qui sont à la fois doués pour le bonheur, même quand ils ont peu d'occasion d'être heureux. Je vois beaucoup de femmes et d'hommes disponibles pour tendre la main aux autres, parce que tous ceux dont je parle qui ont des vies difficiles, pour beaucoup d'entre eux, par ailleurs, ils sont investis dans leur village, au comité des fêtes, etc. etc. C'est assez spectaculaire. Et à la fin des fins, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça en termes de projet politique. Et vous l'avez compris, moi je plaide pour une France réconciliée, et je pense que ce pays a besoin, pour répondre à la question que vous posiez sur nos alliances, sur l'ambiance politique, Oui. on a besoin de plus de machines à coudre que de machines à découdre dans ce pays. Et moi, je veux être une machine à coudre. Et vous savez, le découragement, il ne vient pas d'un rapport de force déséquilibré. Il ne vient pas de défaites dans l'hémicycle. Il ne vient pas même de défaites électorales. Je suis convaincu qu'il vient du fait qu'on perd de vue les gens pour lesquels on se bat. Et que si on perd de vue les gens pour lesquels on se bat, on perd les raisons de se battre. Et à la fin des fins, je reprends un peu l'idée de Bernanos qui parlait, vous savez, du génie de l'amitié. Et moi, je parle du génie de la fraternité, que je tiens pour première, finalement, dans la devise de la République, comme la condition des deux autres. La fraternité, on me dit que ce n'est pas un projet politique. Mais moi, je suis convaincu, en réalité, que c'est le seul qui vaille, c'est le seul projet qui est capable d'arracher les individus à la solitude, parce que la solitude est un sujet dans lequel la société, et notamment la société libérale, les a plongés, les a atomisés au sens étymologique du terme, réduits à l'état d'atome. Et donc je plaide, moi, pour une Florence réconciliée, se redonner des raisons de vivre ensemble, se redonner des lieux où l'on vit ensemble. Je dis avec beaucoup d'exagération que probablement que l'un des actes de politique culturelle les plus puissants de ces dernières années a consisté à mettre des pianos dans les gares. Gare du Nord, que vous alliez prendre votre Thalys ou votre train de grande banlieue, vous vous arrêtez autour du piano. Et puis celui qui joue, peut-être qu'il était au conservatoire, peut-être qu'il l'a appris sur TikTok. On a besoin de ces lieux de mixité, de ces lieux de rencontre. L'école en est le creuset, ou on fut le creuset. Et ça doit être de ces instruments-là. Donc oui, c'est exigeant, mais c'est tellement nécessaire. C'est tellement nécessaire par les temps qui sont les nôtres. C'est pas un moment, oui, c'est pas désespéré, c'est pas larmoyant. C'est un souffle. Voilà. Ce livre, en fait, il est un souffle. Et je vous dis, c'était d'abord un acte égoïste, parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai d'abord écrit pour moi, dans un moment où je me disais, j'arrête ou est-ce que je continue ? Je crois que monsieur a une question. Oui, bonsoir. J'apprécie votre pensée, mais j'ai peur de vous faire chuter le moral et de casser l'ambiance un petit peu, parce que moi je vois une montée de l'inculture. On avait peur du choc des cultures, je vois le choc des incultures, et j'ai grand peur que l'Assemblée, votre lieu de travail, nous donne un exemple abominable de la croissance de l'inculture. Est-ce qu'on peut garder le moral si vous partagez mon constat ? Je vais essayer de vous donner des raisons d'espérer, les raisons que je me donne à moi-même. D'abord, je l'ai dit, on est dans une situation singulière sur le plan institutionnel. Moi, je dois vous dire que je n'ai pas compris toujours le sens de la dissolution, ni la clarification qu'en espérait le président de la République. Je vois aujourd'hui une tripartition de la vie politique, alors que depuis des décennies, nous avions au fond une politique partagée entre une droite et une gauche qui, au fond, avait institutionnalisé le débat démocratique. Il y avait des alternances et survivait à ces alternances une forme de colonne vertébrale républicaine. Là, on est dans une tripartition de la vie politique, sans majorité absolue et sans mode d'emploi pour le faire fonctionner. Il y a 2 ans, où nous étions déjà dans cette situation, moins marquée qu'aujourd'hui, j'avais adressé à la présidente de l'Assemblée nationale 6 pages de propositions pour essayer de réarticuler les fonctions d'évaluation et de contrôle et les fonctions législatives, pour essayer de nous donner des règles dans une Assemblée qui n'en avait pas ou qui n'avait que des ordonnances et la Constitution comme guide. Mais je l'ai dit tout à l'heure, vous avez parlé de culture. Notre inculture, elle est parlementaire. Nous sommes des parlementaires sans culture parlementariste.
Nous avons un parlementarisme de fait que nous regardons comme des poules devant un clou et qu'il nous faut apprivoiser, mais qu'il nous faut apprivoiser dans des temps extrêmement courts, dans des circonstances extrêmement difficiles. Je le disais, mais pour m'en accabler, le bloc central censé soutenir le gouvernement n'est pas venu dans l'hémicycle. Or, il a un gouvernement parce qu'il est la minorité la moins minoritaire de l'Assemblée. Vous voyez bien ce que cela peut signifier sur le plan de la qualité du débat démocratique. Moi, je cherche les espaces de compromis, qui me paraît être une méthode avant éventuellement d'être un résultat. Et je poserai, après le débat budgétaire sur la table, 5 thèmes, en disant à un certain nombre de groupes parlementaires, est-ce que nous sommes capables d'y travailler? Et de voir si nous sommes capables de l'apprentissage de ce parlementarisme. Je ne le sais pas. Ensuite, il y a la culture. J'ai évoqué tout à l'heure la fin des idéologies et peut-être le grand dérèglement de ces grilles de lecture qu'on pourrait peut-être faire remonter à la chute du mur de Berlin et à l'effondrement du bloc soviétique, qui n'a pas été une mauvaise nouvelle que pour les communistes, mais j'allais dire, d'une certaine manière, du point de vue de la déstructuration de la pensée, pour beaucoup de gens. Eh bien, il nous faut inventer les choses. Il nous les faut, pour ce qui me concerne, dans ma famille politique, les inventer et les réinventer à gauche. Quand je regarde les choses, alors sans doute de façon un peu caricaturale, très caricaturale, mais vous m'en excuserez, c'est pour essayer d'être compris. Et ça fera le lien avec Ségolène Royal. Vous allez voir, l'esprit des escaliers. Ségolène Royal est notre muse. Oui, mais oui, bah, tout le monde. Et ça rasséréne dans les moments de dépression. Hein. Bon, non, plus sérieusement, je me pose la question de savoir si, au fond, pour la gauche, et c'est sans doute une part de sa difficulté, est-ce que le grand récit historique émancipateur de la gauche n'a pas été accompli? Est-ce que, d'une certaine manière, nous n'avons pas civilisé le travail depuis, vous savez, ce poème de Victor Hugo qui décrit l'enfant de 8 ans pris dans les dents de la machine. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? On a fait le temps de travail, on a réglementé le travail de nuit, le travail de femme, le travail des enfants, le temps de travail, la santé au travail, la représentation au travail, le salaire minimum. On a civilisé le travail. On a d'une certaine manière apprivoisé tous les grands risques de la vie avec la sécurité sociale, le risque vieillesse, le risque maladie, le risque chômage. On a, tant bien que mal, et sans doute de façon très imparfaite, démocratisé l'accès à la culture, l'accès à l'éducation. Tout ça est très fragile par les marges. Mais surtout, tout cela est percuté depuis 40 ans par le néolibéralisme qui conteste la légitimité de la puissance publique, de l'action publique, des impôts. Et la gauche est devenue conservatrice à certains égards. Elle résiste contre un monde qui se défait. Elle est devenue révolutionnaire du statu quo, si je veux être dans la boutade, mais il nous faut réinventer un récit. Et nous poser la question d'un récit heureux. Moi, quand je regarde le paysage politique aujourd'hui, et c'est sans doute une des questions que nous avons à nous poser, comment réenchanter la politique, comment redonner envie, comment dessiner un projet de société dans lequel les uns et les autres puissions savoir la place que nous y occuperons et la part que nous pouvons y prendre dans sa construction. Est-ce qu'il y a une offre politique aujourd'hui qui se fonde sur un récit heureux? Le Rassemblement national se fonde plutôt sur les peurs. Et il y a une autorité de la peur qui est très puissante. Il ne faut pas le sous-estimer. Et c'est compliqué. On a des offres politiques qui se fondent sur les colères. C'est plutôt LFI. Sur une forme d'irrémédiable effondrement avec le réchauffement climatique, les écologistes. La Macronie, il y avait une forme de petit positivisme, de petite science dans le macronisme, d'impératif gestionnaire. Le bon sens, j'allais dire, administratif. Et puis, les communistes et les socialistes ont dit beaucoup « aimez-nous pour ce qu'on a été ». Bon, c'est pas suffisant. Ben, il y a ce devoir de réinvention. Et si je parlais de résister contre un monde qui se défait, si je reprends l'idée de l'esprit de résistance, c'est à la fois résister contre le monde qui se défait, mais insuffler l'esprit de résistance, c'est-à-dire cette réinvention d'un avenir qui puisse être un avenir heureux. Et donc, dans le rapport au temps qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cela. Et donc, le bonheur, l'épître que citait Ségolène Royal, c'était la première épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. C'est le programme politique de Ségolène Royal. Bon. Autre question? On fait qu'aborder des sujets, mais oui. Après, il faut lire le livre. Moi, voilà, ça m'a réconcilié avec la politique. Je pense que ça peut vous réconcilier avec la politique. Puis après, il se trouve que c'est un socialiste qui l'a écrit. Mais bon, ça, c'est autre chose. Il y a de bons socialistes. Monsieur. Oui, je voulais faire part de mon expérience. Je suis un ancien élu local. J'ai assuré 2 mandats. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai mesuré la différence qu'il y avait en tant qu'élu local d'une commune de moins de 10 000 habitants, de faire de la politique d'aménagement de territoire
Et je ne me retrouvais pas du tout dans la politique politicienne. Et même dans nos territoires ruraux, la politique politicienne a tendance à prendre le pas sur la politique d'aménagement de territoire. Je suis assez séduit par votre discours, de votre proximité, de votre humanisme auprès de la population. Mais est-ce que vous n'êtes pas l'exception? Car aujourd'hui, j'avoue, je suis très déçu de ce monde politique au niveau national. Qu'en pensez-vous? J'ai commencé en disant l'ambivalence de mes sentiments à l'égard de la politique. Je l'aime autant que je la déteste. Je la déteste pour les mêmes raisons que vous. Mais j'ai la faiblesse de penser que vous l'aimiez pour la même raison que moi, quand elle était utile à la vie des gens, quand vous aviez le sentiment qu'elle pouvait l'améliorer, la transformer, la rendre plus heureuse, plus facile, que nous étions là aussi ce fil qui permettait de relier les uns aux autres. Est-ce que je suis une exception? Si je me dis que je suis une exception, j'arrête. Si je me dis que je suis peut-être contagieux, je continue. Donc je préfère me dire que je suis contagieux et que la politique, si elle veut se sauver, quelle que soit la famille politique républicaine, si elle ne se livre pas à cet examen de conscience, si elle ne se livre pas à cet exercice de renouer avec une langue commune des représentants et de représentés, eh bien, oui, il y aura la place pour des régimes autoritaires qui ont aujourd'hui l'organisation politique et la force sociale pour gagner, pour conquérir le pouvoir. Et je m'en inquiète. Voilà. Alors oui, l'humanisme, en fait, je vous dis, on fait toutes et tous de la politique. Nous devrions toutes et tous en faire dans notre façon d'être, dans notre façon d'être à l'autre, dans notre façon de faire. Vous savez, moi je crois beaucoup, même si elle se perd, à la vertu civique. Voilà. Donc il faut retrouver cette vertu civique qui nous permet de vivre ensemble et d'être heureux ensemble. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'exemplarité du monde politique? Ici, en Loire-Atlantique, nous avons un sénateur qui possède de l'ecstasy et nous avons un député à Nantes qui achète de la drogue aux enfants. Donc là, c'est le moment confession où je dis quels sont mes vices. Bon, moi, Oui. je dois dire que je viens des Landes, donc le bazar maniaque et le foie gras. Mais ils sont encore en vente libre, même si la consommation, pour là en tout cas, doit être modérée. Oui, bien sûr, il y a à la fois l'exemplarité, c'est certain, et je ne mets pas forcément tous sur le même plan, mais il y a des comportements évidemment répréhensibles qui vous placent sous le coup de la loi, et la loi doit être exemplaire vis-à-vis de ceux qui la votent d'évidence. Mais je suis, y compris, vous évoquez les doutes, mais peut-être dans les faiblesses, sans qu'elles soient pénalement répréhensibles, montrer un peu d'humanité. Oui. Dans ce livre, j'essaye aussi de dire, parce que je pense que c'est nécessaire de dire un peu qui je suis, même si ce n'est pas un truc c'est-à-dire que vous parlez peu de vous, mais dans tous les portraits que vous faites, il y a votre portrait en creux. Un peu. Oui, ah, si. Si, parce que vous parlez des gens que vous rencontrez, mais on voit vos réactions, on voit votre action, bien que vous ne mettiez pas en avant, mais on vous connaît mieux après qu'on a lu. Bien sûr, et moi je veux pas esquiver le fait que de temps en temps, je suis interpellé sur des sujets où on me demande d'avoir une opinion, et tant qu'elle n'est pas construite, je n'en ai pas. Ça peut passer pour de la faiblesse. Mais je crois que c'est nécessaire d'interroger ces convictions. Vous savez, il y a un moment qui était un moment rassurant dans la Covid. Je le dis alors que nous sommes adversaires politiques. Mais il y a un moment qui était rassurant dans la Covid. C'est quand Édouard Philippe, qui était Premier ministre, à un moment donné, exprimait ses doutes ou disait qu'il ne savait pas. Voilà. Et bien, curieusement, on trouvait ça plutôt rassurant que d'affirmer et d'asséner des certitudes dont tout le monde doutait. On parle du baisse de niveau du personnel politique. Je vous ai fait la démonstration inverse. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur qui a été faite sous François Hollande avec le non-cumul des mandats? Parce que vous auriez fait, vous, par exemple, un excellent maire. Vous n'êtes que député. Alors, et est-ce qu'il n'y a pas ce manque de jonction entre le mandat local, celui de maire, et celui de député? Est-ce que ça ne manque pas? Je salue le maire qui vient d'arriver.
que je suis heureux de retrouver parce qu'on s'est croisés dans nos vies professionnelles il y a quelques années. Alors, je ne suis pas que député, je suis Oui. un petit cumulard, mais je cumule quand même, je suis aussi conseiller départemental Oui. du Bazar-Magnac. Voilà. Oui, mais vous pourriez être maire. Oui, je pourrais Est-ce être que ça maire. n'a pas été une erreur, ça? Alors, je n'en suis pas certain, en revanche, ce dont je suis à peu près convaincu aujourd'hui dans la réflexion qui doit être la nôtre, notamment parce que nous nous posons la question d'un changement du mode de scrutin et la possibilité d'aller vers un scrutin proportionnel, je crois que nous n'avons pas pensé ce qu'était le Parlement du non-cumul. Quel est l'ancrage d'un député dans sa circonscription quand, en effet, il ne cumule pas? Quelle est la part qu'il prend à la mise en œuvre des politiques qu'il a pu voter dans l'hémicycle? Et je dois dire qu'à cet égard, nous faisons quand même de la figuration. Nous le faisons d'autant plus que dans, je pense, une forme d'excès de vertu, les députés nouvellement élus avec Emmanuel Macron en 2017 ont supprimé ce qu'on appelait l'enveloppe parlementaire, qui était aussi une façon d'avoir un ancrage avec son territoire, puisque nous pouvions, à travers 130 000 euros par an, mais parfaitement transparent, ça c'était Hollande qui l'avait institué, nous pouvions aider des associations, nous pouvions aider des communes dans des petits travaux ou des petites actions, mais qui nous permettaient d'être en prise réelle avec ce qui se faisait dans nos territoires. Les associations ou les maires ne viennent plus nous voir quand ils ont des projets dans leur école ou dans leur association. Donc penser le Parlement du non-cumul, à mon avis, nous ne l'avons pas fait et il doit être totalement consubstantiel d'une réflexion sur les modes de scrutin. Alors, quelle est votre morale aujourd'hui? Est-ce que vos électeurs vous ont redonné du courage ou au contraire, est-ce que vous vous dites c'est foutu? Non, je ne me dis pas c'est foutu, mais il y a des moments un peu déconcertants. Je vais depuis 45 ans dans le même marché Aire-sur-Adour et il y a parmi les commerçants qui sont là un commerçant avec lequel j'entretiens de très bonnes relations. On se paye le mardi ou le samedi, puisque il y a 2 jours de marché, un coup chez Juju, qui est là, le petit café sous la halle. Et on discute politique, on parle de tout, de rien, des Landes, de la chasse, bon. Et puis il collait les affiches du Rassemblement national pendant les élections législatives. Alors je dois vous dire que ça a quand même été pour moi un peu un choc. Et puis il m'a repayé un café il n'y a pas longtemps. Et alors j'étais un peu agacé quand même, donc je lui ai dit écoute, si tu l'acceptes, j'aimerais qu'on prenne le temps de déjeuner ensemble parce que j'ai besoin de comprendre. Donc je ne suis pas désespéré, mon moral est bon. C'est un optimisme de raison, hein, mais bon, qui se double d'une bonhomie que je ne force pas et que je ne feins pas. Donc, Est-ce voilà. que l'ambiance à l'Assemblée va s'améliorer selon vous? Non, ça je voudrais vous rassurer tout de suite, je ne crois pas. Mais je ne sais pas de quoi le jour d'après est fait. Et la difficulté, la vérité m'oblige à dire que personne ne le sait. Vous savez, je regarde l'hémicycle et je me dis finalement, est-ce qu'il y a une majorité alternative? Enfin, ou une coalition alternative. J'évoquais le bloc central qui, n'est pas venu, et quand il était dans l'hémicycle, c'était essentiellement pour être l'exécuteur testamentaire de la Macronie, c'est-à-dire refuser de tirer la moindre leçon du résultat des élections. C'est quand même une difficulté. Je crois que nous avons un devoir collectif d'essayer de tirer des enseignements de tout ça. En tout cas, pour ce qui me concerne, parce que je suis parlementariste convaincu, je veux qu'on soit capable de faire la démonstration, mieux que nous le faisons, parce que nous ne le faisons pas du tout, que oui, on peut constituer des compromis dans cet hémicycle. Vous savez, sous la Troisième République, c'était le même mode de scrutin. Hein. Alors c'est vrai que ça ne faisait pas des majorités stables, et il y avait une grande instabilité. Mais on a quand même été capable de compromis et de lois immortelles qui ont survécu aux républiques, aux alternances. Je veux croire qu'il y a moins de divergences sur quelques sujets qu'on puisse prendre. Et par exemple, le mix énergétique, qu'il y en avait au commencement de la commission Briand sur la loi de 1905. Bon, je me dis que s'ils sont arrivés, on doit être quand même capable de le faire. Votre livre est dédié à vos 2 enfants. Votre épouse fait également de la politique. D'ailleurs, nous l'avons reçue à la Baule début du mois d'octobre, puisqu'elle faisait partie du jury du festival de films politiques. Vous ne parlez que politique à la maison. Ça doit être un peu saoulant, non? Alors surtout pour les enfants.
Ouais, alors, oui, on les saoule un peu. On les saoule un peu. Vous ne les dégoûtez pas? Si, je crois qu'on les a un peu dégoûtés. Alors, ma fille, j'ai dit à ma fille l'autre jour, je lui ai dit, écoute, ce serait bien si tu rentrais aux jeunesses socialistes. Elle me dit, écoute, papa, je veux bien, mais enfin, je suis communiste. Alors, je lui ai dit, t'as vraiment décidé d'emmerder ton père, toi? Elle est surtout communiste avec le frigo. Ah oui. Ouais, bon, elle a collectivisé le frigo, mais bon. Et puis, quant à mon fils, il me dit vraiment, vous nous aurez vraiment dégoûté de la politique et de la gauche. À chaque fois qu'on a 5 euros, il faut le partager en 4. Donc voilà. Mais enfin, je ne sais pas si on les dégoûte. On parle pas évidemment que de ça. Et on est une famille normale. D'ailleurs, quand moi j'étais secrétaire général adjoint de l'Élysée et ma femme ministre de l'Éducation nationale, on était quand même convoqués par la directrice et dans nos petits souliers parce que notre fils avait fait une bêtise. Ça vous a fait du bien d'écrire ce livre? Oui. Et il est bien reçu en plus. Il étonne les gens et ça leur plaît. Cette façon nouvelle de parler de politique. Les gens sont... Alors, ceux qui le lisent dans les Landes et qui s'y reconnaissent, enfin que ce soit eux personnellement ou que ce soit des gens dont ils comprennent les vies, sont très émus, très reconnaissants. La presse, pour les journalistes qui se sont donné la peine de lire, l'ont plutôt bien aimé. Il y en a, oui. Non, mais je le comprends. Quand vous recevez 20 livres politiques par semaine, on n'a pas forcément envie de les ouvrir. Mais ceux qui l'ont ouvert ont plutôt trouvé que c'était un motif de réconciliation avec la politique. Voilà. Donc vous allez continuer? Ouais, je ne suis pas venu vous annoncer mon départ. Ne serait-ce que pour revenir à la Baule. Voilà un motif suffisant pour continuer. En tout cas, merci beaucoup Boris Vallaud, merci mesdames et messieurs. La soirée continue puisque vous allez trouver vos lecteurs qui vont vous signer, à qui vous allez signer vos livres grâce à nos 2 amis libraires. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, le 25 novembre avec Pascal Perrineau pour le dernier rendez-vous. Et donc, parce que Pascal Perrineau a publié chez le même éditeur que vous ses souvenirs. J'ai vu ça. Ses souvenirs. Et je voudrais vous faire une annonce aussi. Le 15 décembre, sur France 5, il y aura un film qui a été réalisé par Michel Cotta et Patrice Duhamel sur la dissolution, avec près d'une vingtaine de témoins, dont Nicolas Sarkozy, François Hollande, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Madame Braun-Pivet, Édouard Philippe, Gérard Larcher, Elisabeth Borne, voilà, François Bayrou, Mélenchon et Patrice Duhamel dit énorme casting, ça devrait vous amuser. Ça, je ne sais pas si ça va nous amuser, mais ça va nous instruire. Ouais, ça ramène un bon verre de vin. Au cas où. Vous êtes vraiment découragé à ce point-là? Non, honnêtement, je ne suis pas découragé. En tout cas, la nécessité me porte, et surtout ces vies que j'espère vous découvrir avec moi en me lisant, portent en réalité à l'optimisme. Depuis 7 ans et demi que je suis élu, j'ai essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, rencontré des gens bien. Et en tout cas, ce livre revivifie la politique. C'est un petit peu comme le livre de Ségolène Royal sur Saint Paul apôtre. C'est comme un Prozac, mais sans Voilà. prescription médicale. Voilà. Merci en tout cas de votre invitation. Merci infiniment. Merci mesdames et messieurs. Donc on se retrouve le 25 et vous retrouvez Boris Vallaud tout de suite. Il va vous signer ses livres. Merci, bonne soirée.